et dernière intervention de cette table ronde est une intervention de Blandine Chavannes, qui est une de ces actrices artistiques et qui va nous parler de ces expérimentations dans différents musées en région. Donc effectivement, j'ai travaillé dans 3 musées très différents. Le musée Sainte-Croix de Poitiers, le musée des Beaux-Arts de Nancy, enfin le musée des Beaux-Arts de Nantes. Alors, il était absolument évident que lorsqu'on travaille dans un musée, la politique d'exposition est étroitement liée aux collections permanentes. Donc certes, il y a un peu de subjectivité, certes, nous choisissons un peu, mais malgré tout, nous commençons toujours par étudier les collections. C'est la raison pour laquelle je tenais à vous présenter Méry Laurent, un très beau portrait que vous voyez au fond de cette diapositive, portrait dû à Manet. Méry Laurent était une femme qui tenait un salon et Manet a plusieurs fois portraituré Méry Laurent. Ici, nous avons l'automne et il se trouve que c'est Méry Laurent elle-même qui a donné son portrait au musée des Beaux-Arts de Nancy, car elle était originaire de cette ville. Donc je trouvais important de se dire que finalement les femmes avaient aussi leur rôle dans l'élaboration de collections. Alors, j'ai choisi de vous présenter les expositions d'artistes femmes que j'ai faites par chronologie d'artistes, parce que sinon je trouvais que c'était un petit peu ennuyeux. Et je vais essayer de vous dire, non pas, je ne vais pas vous parler des biographies d'artistes. Si vous le voulez, s'il y en a qui le souhaitent, je vous les présenterai par la suite. Mais sinon, je ne pouvais pas tenir dans le temps imparti. Donc, je vous propose plutôt de vous expliquer pourquoi nous avons, parce que j'ai beaucoup travaillé en particulier à Poitiers avec Bruno Godichon, qui aujourd'hui dirige le musée de la piscine à Roubaix. Et donc, pourquoi nous avons choisi, par exemple, Romaine Brooks. Romaine Brooks, quand nous avons commencé à travailler sur cet artiste, était très peu connu, il faut quand même le dire, en France. Pierre Rosenberg avait vaguement un projet d'exposition au musée Blérancourt sur Romaine Brooks, mais les tableaux conservés au centre Pompidou n'étaient pas présentés. Le portrait de Romaine Brooks en infirmière et le portrait d'Annunzio n'étaient alors pas présentés. Nous en avons d'ailleurs à Poitiers demandé le dépôt. Et nous avons donc monté cette rétrospective parce que le musée de Sainte-Croix de Poitiers, pour ce qui était du XXe siècle, s'est beaucoup appuyé en fait sur la peinture figurative des années 1905-6 jusqu'à les années 40. Alors, vous avez beaucoup d'œuvres qui venaient du Smithsonian, puisque une grande partie de la collection de Romaine Brooks est conservée au Smithsonian Museum. On pouvait y voir tout son début, on l'a dit tout à l'heure, c'est ça qui est assez amusant, c'est que je recroise un certain nombre d'intervenants près de tout à l'heure. C'était l'ami de Nathalie Clifford Barnet, mais aussi l'ami d'Ida Rubinstein, que vous voyez au fond, la Weeping Venus, qui a été une des œuvres que nous avons pu acheter pour le musée de Poitiers. Bon, je vous ai dit, tout ne s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi, je trouve ça dommage. Bon, je voulais vous montrer là une diapositive où on voyait le travail de dessin de Romaine Brooks, qui est un travail extrêmement important. Ah ben non, elles sont toutes blanches. Mais sinon, j'ai une clé USB. Non, voilà, c'est bon. Voilà. Enfin, oui, et donc... Bon, il y a quand même une photo qui a été coupée. C'est très compliqué, l'informatique. Mais vous voyez là les grands dessins de Romaine Brooks, qui étaient vraiment des œuvres absolument exceptionnelles. Elle a été en 1925, elle a eu une grosse exposition à Paris, New York. Elle était décoratrice aussi. Et elle utilisait ces dessins qu'elle faisait pratiquement d'un seul trait pour décorer des appartements new-yorkais. Donc, ce qui m'intéressait aussi, je dois vous avouer que tout ce travail a été pour moi assez formidable. J'avais oublié 50% des choses que j'avais faites et surtout, je n'avais pas d'images. Et donc, j'ai pu retrouver une série d'images. Odette Pauvert, ça relie aussi cette femme, première femme prix de Rome de peinture en 1925. Le premier prix de Rome de peinture est en fait donné à une femme sculpteur en 1911. Effectivement, après la grande et très belle période du début du 19e, il faut attendre 1903 pour qu'un atelier soit ouvert aux femmes. Et donc, Odette Pauvert, en 25, a le prix de Rome.
Pourquoi nous avions choisi Odette Pauvert? Alors là aussi, c'est toujours des raisons un peu étonnantes. C'est parce qu'un artiste poitevin, Ducos de la Haye, était prix de Rome et a précédé Odette Pauvert à Rome. Du coup, nous avons découvert Odette Pauvert et nous avons eu envie de travailler sur cet artiste qui n'avait, je dois l'avouer, pas eu aucune exposition rétrospective. Ça aussi, c'est un goût que j'ai de ne pas enfoncer des portes ouvertes, mais d'aller découvrir un certain nombre de personnalités. Odette Pauvert, pour son prix de Rome, qui est un sujet extrêmement tristounet, la légende de Saint-Ronan, utilise une palette complètement foncée telle qu'on pouvait l'utiliser à l'école des Beaux-Arts à l'époque. Elle arrive à Rome. C'est Denis Puech qui est alors directeur de Rome, et elle découvre la peinture italienne, et du coup, elle va basculer très rapidement, et on le voit déjà dans ce grand tableau, vers une peinture beaucoup plus lumineuse, art décoratif, où le dessin est très important. Et puis, c'est très difficile, malgré tout, pour une femme d'être peintre dans cette période-là. Elle va rejoindre en partie les ateliers d'art sacré et elle sera une des femmes qui va décorer cette église du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas visité sur Paris, je vous conseille d'aller la voir. Il y a énormément de femmes artistes dans cette église. C'est assez étonnant. On ne peut pas vraiment dire que... à ce jour, elles sont encore, et on se soit encore vraiment souvenu d'elles dans nos histoires de l'art. Alors, Dame Barbara Hepworth, ça a été pour moi une très très grande joie de pouvoir monter cette exposition. Il se trouve qu'à Nancy, il y a une collection de sculptures modernistes, puisqu'il y a le premier grand cheval majeur du Champvillon. Et il me semblait important de continuer. Les hasards de la vie font que j'avais des rapports avec la Tate Gallery, parce que j'avais monté une exposition Turner et le Lorrain, et que je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de montrer enfin en France Barbara Hepworth, puisqu'elle n'avait jamais eu d'exposition personnelle. Elle avait participé à des expositions dans les années 25, mais jamais elle n'avait été vue en France. Je dois vous avouer que ça a été pour moi un très grand plaisir de monter cette exposition assez difficile, puisqu'il y a des œuvres sur bois qui voyagent très peu. Donc les choses étaient un peu complexes, mais bon, malheureusement, cette exposition n'a pas fait l'objet d'énormément de commentaires de la part des critiques, alors que je pense que vraiment c'était... Et bon, il n'y a pas d'œuvre de Barbara Hepworth dans les collections publiques françaises. Et nous n'avons pas pu en acheter une parce qu'en Angleterre, elle est très prisée. Et donc les prix sont très importants. Et il y a très peu d'œuvres, puisque l'ensemble de son œuvre est conservé dans un musée géré par la Tate, qui lui est consacré en Pays de Galles. Judith Riegel. Alors ça a été... Là, on change encore de lieu. Nous sommes dans le magnifique patio du musée des Beaux-Arts de Nantes. Et la carrière de Judith Riegel avait beaucoup d'écho avec les collections conservées à Nantes, puisqu'elle commence sa première exposition quand elle arrive en France. C'est Breton qui va l'exposer dans sa galerie de l'Étoile scellée, qui va faire son premier texte. Donc elle est très proche des surréalistes, et vous savez que Nantes est le berceau du surréalisme. Et ensuite, elle va petit à petit s'orienter, son travail va s'orienter vers un travail beaucoup plus gestuel, et Nantes a une très belle collection d'art abstrait gestuel. Donc ça a été pour moi un grand plaisir que de monter cette grande rétrospective où on avait absolument tous les moments de la carrière de Judith Riegel. Voilà, vous avez les guano du début et vous avez les déroulements qui sont un des grands moments de la carrière de Judith Riegel, qui vient d'ailleurs d'avoir le prix Hauer, ce qui m'a fait très plaisir. Et voilà encore, alors vous avez là le très très grand 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas comment on dit, polyptyque, qui est une des dernières très grandes œuvres de Judith Riegel, qui passe très facilement d'ailleurs de l'abstraction à la figuration. C'est pas pour elle quelque chose de compliqué. Bon, Colette Portal, ça ne donne rien. C'est une artiste peu connue qui a fait beaucoup d'illustrations à l'aquarelle, de très belles illustrations, parfois pour les enfants, mais pas seulement. Et nous avions présenté ses photographies version originale. Elle a pris directement sur les écrans de télévision des photos de films sous-titrés. Et c'était une exposition qui accompagnait en fait un livre important. Gina Pan est une artiste que j'ai retrouvée plusieurs fois dans ma carrière. En fait, j'ai eu la grande chance, quand je suis arrivée en 1995 à Paris, on m'avait demandé d'aller voir Madame Marchand, et
je dois avouer que là, bon, j'ai tissé des liens et j'ai commencé par aller presque une fois par semaine le soir, sous la dictée d'Anne Marchand, reprendre tous les écrits de Gina Pan. Puis ensuite, quand je suis arrivée à Nancy, j'ai eu le plaisir de faire une grande exposition, mais là je suis désolée, j'ai pas de photos, comme ça arrive souvent, une grande exposition des dessins de Gina Pan, parce que tous ces storyboards sont extrêmement importants pour comprendre son travail. Et puis, arrivé à Nantes, il se trouve qu'une grande partie de l'atelier de Gina Pan a été déposée au FRAC à Nantes. Et donc, j'ai eu la chance de monter une grande exposition rétrospective dans un lieu qui n'est pas le musée, mais qui est un lieu géré de façon municipale, qui s'appelle le Hangar à Bananes, ou si on veut être très moderne, on dit la App Gallery, mais je préfère le Hangar à Bananes. Et nous avons pu présenter comme ça l'ensemble de la carrière de Gina Pan. Donc à la fois, vous voyez, on voit depuis les tout débuts, les premières œuvres photographiques, jusqu'aux œuvres beaucoup plus tardives à la fin, avec ces évocations de la légende dorée. Alice Springs, ça c'est une exposition à Poitiers. En fait, si je suis arrivée à Poitiers, c'est parce que Bernard Lamarche-Vadel avait déposé sa collection à Poitiers. Il avait une grosse collection de photographies, dont des Alice Springs. Et j'ai eu la chance de travailler avec elle sur une exposition de ses portraits, à la fois portraits d'artistes, on voit Jean-Pierre Pincemin et Beuys, et puis ces portraits très étonnants de femmes à l'enfant. Je dois avouer que je n'ai jamais porté mes enfants comme ça, mais bon, c'était une exposition tout à fait passionnante. Alors, juste une anecdote pour continuer à vous faire rire. Helmut Newton a accompagné sa femme pour cette exposition et dans la cour du musée, il a fait quelques photographies. Et la personne qui était à l'entrée du musée, je l'entends dire, il y a un type complètement cinglé, il prend sa femme de dos. Ça, c'est la vie quotidienne du musée. Tania Moreau, j'ai eu la chance d'inviter Tania Moreau tous les 2 ans à Nantes, pendant 6 ans. Nous avons eu une grosse manifestation qui s'appelait Estuaire, et donc le musée s'y associait en invitant et en faisant des expositions, plutôt installations monographiques un peu importantes. Et Tania Moreau nous avait proposé une superbe installation vidéo, Ad Infinitum, qui renouait avec l'histoire de Nantes. Il faut savoir que quand le marché triangulaire s'est arrêté, il a bien fallu que tous ces gens qui avaient des bateaux retrouvent quelque chose à faire, et ils sont tous devenus baleiniers. Et donc, il se trouve qu'elle avait fait un gros travail dans le golfe du Mexique sur la naissance des petits baleineaux dans ce golfe du Mexique. Et elle en a fait une formidable installation vidéo. Et on avait quand même trouvé un bateau pour mettre au premier plan. Ce n'est pas tout à fait ce type de bateau qu'utilisent les baleiniers. Mais voilà la raison qui nous a permis en fait, de présenter Tania Moreau. Guylaine Portalis, ça c'est une autre façon de travailler. Il faut que je me dépêche. Je peux aller plus vite encore. Guylaine Portalis, c'est une autre façon de travailler. C'est une toute petite salle à Nantes qui s'appelle la Salle Blanche, qui fait 70 mètres carrés, qui permet en fait de réagir très très vite. Et nous avions une grande exposition sur le 18e, qui s'appelait le Théâtre des Passions, qui était une exposition sur les peintres représentant des scènes de théâtre, de Coipel à la Fosse, etc., qui en fait peut sembler très ardu, mais qui finalement est assez drôle, et qui, parce que ces grandes scènes de théâtre terribles, où les héroïnes sont toutes en train de mourir, soit d'amour, soit de poison. Et Guylaine Portalis, qui depuis très longtemps travaille justement sur à la fois la féminité, bien sûr, et en même temps tout l'érotisme du 18e, nous avait fait une installation avec des dessins reprenant les perruques du 18e, et en même temps, on le voit très mal, mais il y avait des sculptures en verre où on pouvait découvrir ces petits dessins. Jacqueline Doriac, Poitiers, soyez les bienvenus. Une magnifique installation reprenant exactement la façon dont les Arabes ont été, entre guillemets, arrêtés à Poitiers. De fait, vous avez ici à la fois des triangles très bien rangés sur le bord droit. Ce sont les armées musulmanes. Sur le bord gauche, vous avez une espèce de désordre, et tout s'allumait comme ça de façon très très désordonnée à gauche. Ce sont les Européens. Et au milieu, vous aviez ces lumières qui ne s'éteignaient jamais, mais qui baissaient, qui remontaient, qui étaient la mémoire. Et effectivement, en fait, il n'y a pas eu de bataille, parce que les Arabes ont été absolument affolés de ce qu'ils ont vu en face d'eux, et ils se sont dit que ce n'était pas la peine de se battre contre des sauvages pareils, et ils sont partis.
Voilà, ça c'est la bataille de Poitiers. Soyez les bienvenus, c'est effectivement un mot qu'on entend très régulièrement quand on arrive au Maroc. C'était une très très belle installation. Isabelle Champion-Métadier, j'en dis juste 2 mots 30 secondes, c'était en écho à l'exposition Barbara Epworth. Et je trouvais intéressant d'avoir ces formes très, très différentes en même temps que l'exposition de Barbara Epworth. Orlan, toujours dans le cadre de Estuaire, une grande exposition, un bœuf sur la langue, où elle a utilisé de façon extrêmement différente des choses sur lesquelles elle avait déjà beaucoup travaillé. Alors, il y avait des vidéos où les gens faisaient des commentaires de tous ces mots portés, on le voit assez mal, par ces mannequins, des mots relativement simples qui peuvent caractériser notre civilisation d'aujourd'hui. Anita Molinero, ça a été un grand plaisir. Anita était professeure à l'école des Beaux-Arts de Poitiers. J'ai envie de dire, c'est avec elle que j'ai eu des très longues discussions sur ce qu'est l'art, ce qu'est la sculpture. Bon, j'arrivais depuis peu à Poitiers. Son travail m'intriguait énormément. Elle était un peu au-delà de tout ce qu'on montrait, très différente. Et voilà. Et du coup, comme il y avait aussi une jolie collection, et vous pouvez l'imaginer, de sculpture médiévale, je trouvais intéressant de faire un écho à ce travail de la sculpture médiévale avec le travail d'Anita Molinero. Christiane Geoffroy, c'est une artiste que j'ai présentée plusieurs fois. Je l'ai présentée à Poitiers, à Nancy, puisque Granville est originaire de Nancy. Il y avait en même temps une exposition des dessins de Granville, et elle-même a donc travaillé en fait sur cette façon qu'avait Granville d'humaniser les animaux, et en prenant des tas de photographies de sa fille, on voyait qu'il y avait énormément de rapports, alors peut-être simplement j'ai envie de dire anecdotique, mais entre des postures animales et des postures de sa fille. Et puis, elle a fait une magnifique exposition à Nantes, dans la salle blanche. Vous voyez là la taille de cette salle, toute petite salle, Nantes à l'horizon, où c'était la musique des sables qui nous accueillait dans la salle avec ces dessins, dits dessins de téléphone, qui sont simplement des gribouillis qu'on fait quand on est au téléphone. Exposition qui faisait écho à une autre exposition. Chaque fois, c'est des expositions qui font écho à ce qu'il y a dans le patio, où là, on avait une exposition sur, il me semble, les Flandrins. Cécile Barthes, que j'ai présentée plusieurs fois, ça c'est dans la chapelle, Virevolte, une autre façon d'utiliser l'architecture 17e, parce que c'est vraiment milieu 17e, cette chapelle. Et ce n'est pas forcément comme ça que Cécile Barthes a fait 2 ou 3 installations comme ça. On la connaît beaucoup plus pour ses tergales colorées avec lesquelles elle joue dans la lumière. Claire Chevrier, que j'ai aussi présentée plusieurs fois, parce que je suis assez fidèle et souvent les artistes m'accompagnent d'un lieu à l'autre. Et ici, c'était une exposition sur des photos qu'elle a réalisées à Rome. Et on avait dans le patio, au même moment, une exposition qui s'appelait Fascinante Italie, qui était sur la permanence du regard de nos artistes sur l'Italie, de Manet à Picasso. J'ai presque fini. Véronique Joumard, Résistance, une artiste aussi pour laquelle je suis très fidèle. En fait, j'avais invité un artiste qui lui-même l'a invité, parce que c'était Serge Claving, et c'était au début de sa carrière, et plus tard dans sa carrière, voilà, une fois à Nancy, où il y a une ligne de lumière, dépôt du FNAC, ça aussi c'est important pour l'enrichissement des collections, et 2 commandes pour le musée des Beaux-Arts de Nantes, dans la librairie et dans la salle du restaurant, le solarium et la table ballon. Je voulais terminer par les couples d'artistes, parce que j'en ai quand même fait. Et donc j'ai fait pour Art in Ruins, qui est un couple anglais, où Anna Vols travaille aussi, et puis bon, les Poiriers, où là je pense qu'il y a vraiment un équilibre entre les deux tout à fait extraordinaire. En conclusion, il faut absolument que je les cite, parce qu'il y a des tas de gens pour qui je n'avais pas d'image. Figurez-vous que les images numériques, vous ne vous rendez pas compte, mais ça n'arrive qu'autour de 2005. Avant, c'est des diapos, j'avais vraiment rien. Et donc, je n'ai rien sur Lou Albert Lazare, une amie de Rilke, très belle artiste dessinatrice, sur Sarah Lipska, artiste polonaise, sculpteur, peintre, créatrice de mode, Nadja Meadji, Olga Boldirev, Sophie Tabatatse, puis celle que je ne ferai pas, parce que j'ai quitté Nantes, comme Susanna Fritscher, ou celle que j'ai presque fait, mais qui a fait que j'ai quitté Nantes, Georgia O'Keeffe.
Je vous remercie.